Chapitre 11. Charlemagne et son gouvernement. Quel était le gouvernement de cet empire dont Charlemagne était fier de reprendre le nom? Comment ce guerrier germain gouvernait-il ce vaste État qui, grâce à ses conquêtes, s'étendait de l'Elbe à l'Èbre, de la mer du Nord à la mer Méditerranée, comprenait presque toute l'Allemagne, la Belgique, la France, la Suisse, le nord de l'Italie et de l'Espagne, et qui, à vrai dire, n'était guère encore, quand Charlemagne se fit faire empereur, que le champ de course et de bataille de tous les essaims de barbares qui essayaient de s'établir sur les ruines du monde romain qu'ils avaient envahi et brisé. Le gouvernement de Charlemagne, au milieu de ce chaos, c'est là, mes enfants, le fait puissant, confus et passager que j'ai à mettre aujourd'hui sous vos yeux. Je commence à vous prémunir contre ce mot de gouvernement dont je ne puis me dispenser de me servir. Depuis longtemps, il entraîne parmi nous des idées d'unité nationale, d'organisation générale, de pouvoir régulier et efficace. Les révolutions ne nous ont pas manqué. Elles ont changé les dynasties, les principes et les formes du pouvoir suprême dans l'État. Elles ont toujours laissé subsister, sous des noms divers, le mécanisme pratique par lequel le pouvoir suprême se répand et exerce ses fonctions diverses dans le pays tout entier. Ouvrez l'almanach, soit qu'il s'appelle impérial, royal ou national. Vous y verrez toujours le système effectif du gouvernement de la France, tous les pouvoirs, tous leurs agents, depuis le dernier échelon jusqu'au plus élevé, y sont indiqués et classés selon leurs attributions et leurs rapports. Et ce n'est point là une nomenclature vaine, une illustration théorique. Les choses se passent en effet comme elles sont écrites. Le livre est l'image de la réalité. Il serait facile de construire pour l'empire de Charlemagne une carte administrative semblable. On pourrait y placer des ducs, des comtes, des vicaires, des centeniers, des échevins ou scabini, et les distribuer sur le territoire hiérarchiquement organisé, mais ce ne serait qu'un vaste mensonge. Le plus souvent, dans la plupart des lieux, ces magistratures étaient impuissantes ou désordonnées elles-mêmes. L'effort de Charlemagne, soit pour les instituer d'une façon stable, soit pour les faire agir régulièrement, était continuel mais insuffisant. Malgré l'unité de sa pensée et l'activité de son pouvoir, le désordre était autour de lui, immense, indomptable. Il le réprimait un moment sur un point, mais le mal subsistait partout où ne parvenait pas sa terrible volonté, et là où elle avait passé, le mal recommençait dès qu'elle s'était éloignée. Comment en eût-il été autrement ? Charlemagne n'était en présence ni d'une seule et même nation, ni d'un seul système d'institutions. Il avait affaire à des nations diverses, incohérentes, étrangères les unes aux autres. L'autorité appartenait simultanément aux assemblées d'hommes libres, aux grands propriétaires sur les habitants de leur domaine, aux rois sur ses leudes et leurs suites. Ces trois pouvoirs paraissaient et agissaient côte à côte dans chaque localité comme dans l'ensemble de l'État. Leurs relations et leurs attributions n'étaient régies par aucun principe généralement admis, et aucun des trois n'était investi d'une force propre suffisante pour prévaloir habituellement contre l'indépendance ou la résistance de ses rivaux. La force seule décidait entre eux, variable selon les circonstances et toujours incertaine. Telle était la France à l'avènement de la seconde race. La coexistence et la lutte des trois systèmes d'institutions et des trois pouvoirs que je viens de rappeler n'y avaient pas eu encore d'autres résultats. C'est de ce chaos que Charlemagne fit sortir une monarchie forte par lui seul, et tant qu'il fut là, impuissante et bientôt évanouie, quand l'homme manqua à l'institution. Quiconque s'étonnerait, soit de ce triomphe de la monarchie personnelle par l'action de Charlemagne, soit de la prompte chute de l'œuvre à défaut de l'acteur, ne comprendrait ni ce que peut un grand homme lorsque, sans lui, la société se sent livrée à des périls mortels, ni à quel point le pouvoir personnel est vain et fragile quand le grand homme n'est plus là, ou quand la société n'a plus besoin de lui.
Je viens de vous montrer comment, par ces guerres, qui avaient pour but et pour résultat des conquêtes permanentes et bien défendues, Charlemagne avait arrêté les nouvelles invasions des barbares, c'est-à-dire le désordre venu du dehors. Je vais essayer de vous montrer par quels moyens il entreprit de réprimer le désordre du dedans et de mettre son propre gouvernement à la place de l'anarchie du monde romain en ruine et du monde barbare en proie à des forces aveugles et déréglées. Il faut distinguer le gouvernement local et le gouvernement central. Loin du centre de l'État, dans ce qu'on a appelé depuis les provinces, le pouvoir de l'empereur s'est exercé par deux classes d'agents, les uns locaux et permanents, les autres envoyés du centre et passagers. Dans la première classe se trouvaient, premièrement, les ducs, comtes, vicaires des comtes, centeniers, échevins ou scabini, officiers ou magistrats résidant sur les lieux, nommés par l'empereur lui-même ou par ses délégués, et chargés d'agir en son nom pour lever des troupes, rendre la justice, maintenir l'ordre, percevoir les tributs. Deuxièmement, les bénéficiés ou vassaux de l'empereur, qui tenaient de lui, quelquefois héréditairement, plus souvent à vie, plus souvent encore sans stipulation ni règle fixe, des terres, des domaines, dans l'étendue desquels ils exerçaient, un peu en leur propre nom, un peu au nom de l'empereur, une certaine juridiction et presque tous les droits de la souveraineté. Rien n'était bien déterminé ni bien clair dans la situation des bénéficiés et la nature de leur pouvoir. Ils étaient en même temps délégués et indépendants, propriétaires et usufruitiers, et l'un ou l'autre de ces caractères prévalait à eux selon les circonstances. Mais à tout prendre, ils étaient en intime lien avec Charlemagne qui, dans un grand nombre de cas, les chargeait de l'exécution de ses ordres dans les terres qu'ils occupaient. Au-dessus de ces agents locaux et résidents, magistrats ou bénéficiés, étaient les missi dominici, envoyés temporaires chargés d'inspecter, au nom de l'empereur, l'état des provinces, autorisés à pénétrer dans l'intérieur des terres libres comme des domaines concédés à titre de bénéfice, investis du droit de réformer certains abus et appelés à rendre compte de tout à leur maître. Les missi dominici furent pour Charlemagne, dans le vaste territoire de son empire, le principal moyen d'ordre et d'administration. Quant au gouvernement central, en mettant pour un moment de côté l'action de Charlemagne lui-même et de ses conseillers personnels, les assemblées générales, à en juger par les apparences et à en croire presque tous les historiens modernes, y occupaient une grande place. Elles furent en effet sous son règne fréquentes et actives. De l'an 770 à l'an 813, on compte 35 de ces assemblées nationales, Champs de Mars et de Mai, tenues à Worms, à Valenciennes, à Genève, à Paderborn, à Aix-la-Chapelle, à Thionville et dans plusieurs autres villes, la plupart situées autour des deux rives du Rhin. C'est un fait considérable sans doute que le nombre et la périodicité de ces grandes réunions politiques. Que se passait-il dans leur sein ? Quels étaient le caractère et le poids de leur intervention dans le gouvernement de l'État ? C'est ce qu'il importe de bien démêler. Il nous reste à ce sujet un document très curieux. Un des contemporains et un conseiller de Charlemagne, son cousin germain Adalard, abbé de Corbie, avait écrit un traité intitulé « De l'ordre du palais, De ordine palatii » et destiné à faire connaître l'intérieur du gouvernement de Charlemagne, spécialement des assemblées nationales. Ce traité a été perdu, mais vers la fin du IXe siècle, Hincmar, célèbre archevêque de Reims, l'a reproduit presque en entier dans une lettre ou instruction écrite à la demande de quelques grands du royaume qui avaient eu recours à ses conseils pour le gouvernement de Carloman, l'un des fils de Louis le Bègue. Aucun document ne mérite plus de confiance. On y lit. C'était l'usage de ce temps de tenir chaque année 2 assemblées. Dans l'une et l'autre, et pour qu'elles ne parussent pas convoquées sans motif, on soumettait à l'examen et à la délibération des grands, et en vertu des ordres du roi, les articles de loi nommés capitula, que le roi lui-même avait rédigés par l'inspiration de Dieu ou dont la nécessité lui avait été manifestée dans l'intervalle de ces réunions.
Deux choses me frappent dans ces paroles. L'une, que la plupart des membres de ces assemblées regardaient probablement l'obligation de s'y rendre comme un fardeau, puisque Charlemagne prenait soin d'expliquer leur convocation en leur en annonçant le motif et en leur donnant toujours quelque chose à faire. L'autre, que la proposition des capitulaires, ou pour parler le langage moderne, l'initiative émanait de l'empereur. L'initiative est naturellement exercée par celui qui veut régler ou réformer, et de son temps, c'était surtout Charlemagne qui concevait ce dessein. Je ne doute pas cependant que les membres de l'Assemblée ne puissent faire de leur côté des propositions qui leur paraissaient convenables. Les méfiances et les artifices constitutionnels de notre temps étaient à coup sûr étrangers à Charlemagne, qui voyait dans ses assemblées un moyen de gouvernement bien plus qu'une barrière à son autorité. Je reprends le texte d'Ingmar. Après avoir reçu ces communications, ils en délibéraient 2 ou 3 jours, ou plus selon l'importance des affaires. Des messagers du palais, allant et venant, recevaient leurs questions et leur rapportaient les réponses. Aucun étranger n'approchait du lieu de leur réunion jusqu'à ce que le résultat de leur délibération pût être mis sous les yeux du grand prince, qui alors, avec la sagesse qu'il avait reçue de Dieu, adoptait une résolution à laquelle tous obéissaient. La résolution définitive dépendait donc de Charlemagne seul. L'Assemblée ne lui apportait que des informations et des conseils. Ingmar continue et donne des détails qui méritent d'être reproduits, car ils nous font pénétrer dans l'intérieur du gouvernement impérial et dans l'action de Charlemagne lui-même au sein de nos plus anciennes assemblées nationales. Les choses se passaient ainsi pour 1, 2 capitulaires ou pour un plus grand nombre, jusqu'à ce que, avec l'aide de Dieu, toutes les nécessités du temps eussent été réglées. Pendant que ces affaires se traitaient de la sorte hors de la présence du roi, le prince lui-même, au milieu de la multitude venue à l'Assemblée générale, était occupé à recevoir les présents, saluant les hommes les plus considérables, s'entretenant avec ceux qu'il voyait rarement, témoignant aux plus âgés d'un intérêt affectueux, s'égayant avec les plus jeunes, et faisant ces choses et autres semblables pour les ecclésiastiques comme pour les séculiers. Cependant, si ceux qui délibéraient sur les matières soumises à leur examen en manifestaient le désir, le roi se rendait auprès d'eux, y restait aussi longtemps qu'il le voulait, et là, il lui rapportait avec une entière familiarité ce qu'il pensait de toutes choses, et quelles étaient les discussions amicales qui s'étaient élevées entre eux. Je ne dois pas oublier de dire que, si le temps était beau, tout se passait en plein air, sinon dans plusieurs bâtiments distincts où ceux qui avaient à délibérer sur les propositions du roi étaient séparés de la multitude des personnes venues à l'Assemblée, et alors les hommes les plus considérables pouvaient entrer. Les lieux destinés à la réunion des seigneurs étaient divisés en 2 parties, de telle sorte que les évêques, les abbés et les clercs élevés en dignité puissent se réunir sans aucun mélange de laïcs. De même, les comtes et les autres principaux de l'État se séparaient dès le matin du reste de la multitude, jusqu'à ce que, le roi présent ou absent, ils fussent tous réunis. Alors les seigneurs ci-dessus désignés, les clercs de leur côté, les laïcs du leur, se rendaient dans la salle qui leur était assignée, et où on leur avait honorablement préparé des sièges. Lorsque les seigneurs laïcs et ecclésiastiques étaient ainsi séparés de la multitude, il demeurait en leur pouvoir de siéger ensemble ou séparément selon la nature des affaires qu'ils avaient à traiter, ecclésiastiques, séculières ou mixtes. De même, s'ils voulaient faire venir quelqu'un, soit pour demander des aliments, soit pour faire quelques questions, et le renvoyer après en avoir reçu ce dont ils avaient besoin, ils en étaient les maîtres. Ainsi se passait l'examen des affaires que le roi proposait à leur délibération. La seconde occupation du roi était de demander à chacun ce qu'il avait à lui rapporter ou à lui apprendre sur la partie du royaume dont il venait. Non seulement cela leur était permis à tous, mais il leur était étroitement recommandé de s'enquérir, dans l'intervalle des assemblées, de ce qui se passait au-dedans ou au-dehors du royaume, et ils devaient chercher à le savoir des étrangers comme des nationaux, des ennemis comme des amis, quelquefois en employant des envoyés et sans s'inquiéter beaucoup de la manière dont ils s'étaient acquis des renseignements.
Le roi voulait savoir si dans quelque partie, dans quelque coin du royaume, le peuple était agité, et quelle était la cause de son agitation, ou s'il était survenu quelque désordre dont il fut nécessaire d'occuper le conseil général, et autres choses semblables. Il cherchait aussi à connaître si quelqu'une des nations soumises voulait se révolter, si quelques-unes de celles qui s'étaient révoltées semblaient disposées à se soumettre, si celles qui étaient encore indépendantes menaçaient le royaume de quelque attaque. Sur toutes ces matières, partout où se manifestait un désordre ou un péril, il demandait principalement quels en étaient les motifs ou l'occasion. Vous n'avez pas besoin de longues réflexions, mes enfants, pour reconnaître le véritable caractère de ces assemblées. Il est clairement empreint dans le tableau qu'King Mark en a tracé. Charlemagne remplit seul ce tableau. Il y est le centre et l'âme de toute chose. C'est lui qui veut que les assemblées nationales se réunissent et délibèrent. C'est lui qui s'enquiert de l'état du pays. C'est lui qui propose et approuve ou rejette les lois. En lui réside la volonté et l'impulsion, l'initiative et la décision. Il a l'esprit assez judicieux, assez libre, assez élevé pour comprendre que la nation ne doit pas rester étrangère à ses affaires et qu'il a lui-même besoin de communiquer avec elle, de recueillir ses informations, de connaître ses avis. Mais il n'y a point là le déploiement de grandes libertés politiques, il n'y a point là un peuple qui discute ses intérêts et ses affaires, intervient efficacement dans toutes les résolutions, qui prend enfin à son gouvernement une part assez active et assez décisive pour avoir le droit de dire qu'il se gouverne lui-même, c'est-à-dire qu'il est un peuple libre. C'est Charlemagne et Charlemagne seul qui gouverne, c'est le gouvernement personnel, prudent, habile et grand. Quand on arrête ses regards sur l'état de la société gallo-franque au 8e siècle, on ne s'étonne pas d'un tel fait. Civilisé ou barbare, ce dont toute société a besoin, ce qu'elle cherche et demande d'abord dans son gouvernement, c'est une certaine mesure de bon sens et de volonté efficace, d'intelligence et d'influence naturelle quant aux intérêts publics, des qualités enfin qui suffisent pour que l'ordre social se maintienne ou se réalise et amène le respect des droits individuels et le progrès du bien-être général. C'est là le but essentiel de toute association d'hommes. Les institutions et les garanties des gouvernements libres sont des moyens de l'atteindre. Évidemment, au 8e siècle, sur les ruines du monde romain et sous les coups du monde barbare, la nation gallo-franque, immense, incohérente, brutale et ignorante, était incapable de tirer, pour ainsi dire, de son propre sein, par sa sagesse et sa vertu propre, un tel gouvernement. Une multitude de forces diverses, sans lumière et sans frein, se disputaient partout et sans cesse la domination, c'est-à-dire troublaient et compromettaient incessamment l'état social. Qu'au milieu de ce chaos de forces déréglées et de passions égoïstes, survienne un grand homme, un de ces esprits élevés et de ces caractères puissants qui savent comprendre le but essentiel de la société, puis la pousser et la contenir à la fois dans les voies qui peuvent l'y conduire, cet homme saisira et exercera bientôt un pouvoir personnel presque despotique, et les peuples l'accepteront, le célébreront même, car ils ne prennent point le change sur leurs besoins véritables et ne sacrifient point le but au moyen. Tel fut l'empire de Charlemagne. Parmi les publicistes et les historiens, les uns, en le traitant de conquérant et de despote, ont méconnu ses mérites et sa gloire. Les autres, pour l'admirer sans scrupule, en ont fait un fondateur d'institutions libres, un monarque constitutionnel. La méprise est égale des deux parts. Charlemagne fut en effet un conquérant et un despote, mais par ses conquêtes et son pouvoir personnel, il sauva, tant qu'il fut là, c'est-à-dire pendant 46 ans, la société gallo-franque, au dehors des invasions barbares, au dedans de l'anarchie. C'est là le caractère de son gouvernement et le titre de sa gloire. Vous venez de le voir dans ses guerres et dans ses rapports généraux avec sa nation. Je vais vous le montrer dans son activité administrative et dans sa vie intellectuelle, comme législateur et comme ami de l'esprit humain. Vous reconnaîtrez partout le même homme,
Il grandira sans changer en apparaissant sous ses divers aspects. On réunit souvent sous le nom de capitulaire, capitula, petit chapitre ou article, une foule d'actes de temps et d'objets fort divers qu'on attribue pêle-mêle à Charlemagne. C'est une méprise. Les capitulaires sont les lois ou les mesures législatives des rois francs, tant mérovingiens que carlovingiens. Ceux des mérovingiens sont peu nombreux et peu importants, et parmi ceux des carlovingiens, qui sont au nombre de 152, 65 seulement appartiennent à Charlemagne. Quand on essaye de classer ces derniers d'après leur objet, on est frappé de leur incohérente variété. Et il en est plusieurs qu'on serait fort surpris aujourd'hui de rencontrer dans un code de loi ou dans une loi spéciale. Parmi les 65 capitulaires de Charlemagne, qui contiennent 1151 articles, j'ai compté 87 articles de législation morale, 293 de législation politique, 130 de législation pénale, 110 de législation civile, 85 de législation religieuse, 305 de législation canonique, 73 de législation domestique et 12 de législation de circonstance. Et ne croyez pas que tous ces articles soient vraiment des actes de législation, des lois proprement dites. On y trouve les textes des anciennes lois nationales révisées et publiées de nouveau, des extraits et des additions à ces mêmes lois anciennes, saliques, lombardes, bavaroises, des extraits des actes des conciles, des instructions données par Charlemagne à ses envoyés dans les provinces, des questions qu'il se proposait de faire aux évêques ou aux comtes quand ils viendraient à l'Assemblée nationale, des réponses données par Charlemagne aux questions que lui avaient adressées les évêques, les comtes ou ses missi dominici, des jugements, des arrêts, des lettres de grâce, de simples notes que Charlemagne semble avoir fait écrire pour lui seul, pour se souvenir de ce qu'il se proposait de faire. En un mot, presque tous les actes divers que peut avoir à faire un gouvernement sérieux, prévoyant et actif. Souvent même, ces capitulaires n'ont aucun caractère impératif ou prohibitif. Ce sont de simples conseils, des préceptes purement moraux. On y lit par exemple « L'avarice consiste à désirer ce que possèdent les autres et à ne rien donner de ce qu'on possède. Selon l'apôtre, elle est la racine de tous les maux. Et il faut pratiquer l'hospitalité. » Les capitulaires que j'ai classés sous les titres de législation politique, pénale et canonique sont les plus nombreux et ceux qui portent avec le plus de précision un caractère impératif ou prohibitif. Les mesures d'économie politique, d'administration et de police y tiennent une grande place. J'y remarque une tentative de fixer le prix des denrées, un véritable essai de maximum pour les céréales et une interdiction de la mendicité avec cette clause « Si l'on rencontre de tels mendiants et qu'ils ne travaillent au point de leurs mains, que personne ne s'avise de leur donner. » La police intérieure du palais impérial y est réglée aussi bien que celle de l'Empire. Nous voulons et ordonnons qu'aucun de ceux qui servent dans notre palais ne se permette d'y recevoir quelque homme qui cherche un refuge et s'y vienne cacher, pour cause de vol, d'homicide, d'adultère ou de quelque autre crime. Que si quelque homme libre viole notre défense et cache un tel malfaiteur dans notre palais, il sera tenu de le porter sur ses épaules jusqu'à la place publique, et là il sera attaché au même poteau que le malfaiteur. J'ai intitulé certains capitulaires « Législation religieuse » en les distinguant de la législation canonique parce que ce sont en effet des avertissements, des recommandations religieuses adressées non aux ecclésiastiques seuls, mais aux fidèles, au peuple chrétien en général, avec un remarquable caractère de bon sens, je dirais presque de liberté d'esprit. Par exemple, qu'on se garde de vénérer les noms de faux martyrs et la mémoire de saints douteux. Que personne ne croie qu'on ne peut prier Dieu que dans 3 langues, probablement en latin, en grec et en langue germanique, ou peut-être en langue vulgaire. Celle-ci, en effet, commençait à se former. Car Dieu est adoré dans toutes les langues, et l'homme est exaucé s'il demande des choses justes.
Je mets ces détails sous vos yeux, mes enfants, pour que vous ayez une idée juste de Charlemagne législateur et de ce qu'on appelle ses lois. Ce n'est pas là, vous le voyez, un législateur et des lois ordinaires. C'est l'œuvre infiniment variée et décousue d'un maître prodigieusement actif et vigilant qui avait besoin de penser, de pourvoir à tout, de porter partout à la fois le mouvement et la règle. Cette activité universelle et infatigable est le vrai, le grand caractère du gouvernement de Charlemagne et a été peut-être sa plus incontestable supériorité et sa plus efficace puissance. On remarque que la plupart des capitulaires de Charlemagne appartiennent à l'époque de son règne comme empereur d'Occident, lorsqu'il fut investi de l'éclat de la puissance souveraine. Des 65 capitulaires que j'ai classés sous divers chefs, 13 seulement sont antérieurs au 25 décembre 800, époque de son couronnement impérial à Rome. 52 sont compris entre l'an 801 et l'an 804. Je vous ai fait connaître l'activité guerrière et l'activité politique de Charlemagne. Il me reste à vous parler de son activité intellectuelle. Ce n'est pas là le trait le moins original, ni le moins grand de son caractère et de son influence. Les siècles modernes et les sociétés civilisées ont vu plus d'une fois les souverains despotiques pleins de méfiance pour les lettrés et d'un esprit éminent, surtout pour ceux qui cultivaient les sciences morales et politiques et peu disposés à les accueillir dans leur faveur ou dans les affaires publiques. Je ne sais si de nos jours, en présence de la liberté, de la pensée et de la presse, Charlemagne eût été étranger à cette antipathie. Ce qui est certain, c'est que de son temps, et au milieu d'une société barbare, rien ne l'y provoquait, et que, par sa propre nature, il n'y était point enclin. Son pouvoir n'était nullement en question. Les esprits distingués étaient très rares. Charlemagne avait besoin de leurs services bien plus qu'il ne pouvait redouter leurs critiques, et ils étaient de leur côté bien plus empressés à le seconder qu'à faire, envers lui, acte d'exigence ou d'indépendance. Il se livra donc, sans aucun embarras ni sollicitude, à son goût spontané pour eux, pour leurs études, leurs travaux, leur influence. Il les attira dans ses affaires. J'ai relevé dans mon cours sur l'histoire de la civilisation en France les noms et les œuvres de 23 hommes du 8e et du 9e siècle qui ont échappé à l'oubli, et je les trouve tous groupés autour de Charlemagne, ses conseillers habituels ou donnés par lui pour conseiller à ses fils Pépin et Louis en Italie et en Aquitaine, ou envoyés par lui sur tous les points de son empire, comme ses missi dominici, ou chargés en son nom de négociations importantes. Et ceux qui n'employaient pas au loin formaient auprès de lui une société savante et assidue, école du palais, selon quelques-uns des commentateurs modernes, non pas école, mais académie, selon d'autres, et vouée à la conversation plutôt qu'à l'enseignement. Elle s'appliquait, je crois, à l'une et à l'autre mission. Elle accompagnait Charlemagne dans ses diverses résidences, tantôt travaillant pour lui sur les questions qu'il l'invitait à traiter, tantôt donnant aux habitués de sa cour, à ses enfants et à lui-même, des leçons sur les diverses sciences dites libérales, la grammaire, la rhétorique, la logique, l'astronomie, la géométrie, la théologie même, et les grands problèmes religieux qu'elle commençait à débattre. Deux hommes, Alcuin et Éginhard, sont restés justement célèbres dans l'histoire littéraire de ce siècle. Alcuin était le principal régent de l'école du palais, et le favori, le confident, le conseiller savant de Charlemagne. « Si l'on imitait votre zèle, disait-il un jour à l'empereur, peut-être verrait-on s'élever en France une Athènes nouvelle, bien plus brillante que l'ancienne, l'Athènes du Christ. » Éginhard, plus jeune, reçut dans l'école du palais son éducation scientifique et fut le chef des travaux publics de Charlemagne, avant de devenir son historien et plus tard le conseiller intime de son fils, Louis le Débonnaire. D'autres lettrés de l'école du palais, Angilbert, Lédrade, Adalard, Agobard, Théodulphe, furent les uns abbés de Saint-Riquier ou de Corbie, les autres archevêques de Lyon, évêques d'Orléans. Ils avaient tous pris, dans l'école même,
des noms illustres dans l'Antiquité païenne. Alcuin s'était appelé Flaccus, Angilbert Homère, Théodulphe Pindare. Charlemagne lui-même avait voulu prendre dans leur société un grand nom ancien, mais il l'avait emprunté à l'histoire des Hébreux. Il s'appelait David. Et Egenhard, animé sans doute du même sentiment, fut Betsaléel, ce petit-neveu de Moïse à qui Dieu avait accordé le don de savoir bien travailler le bois et tous les matériaux qui servirent à la construction de l'arche et du tabernacle. Soit du vivant de leur royal patron, soit après sa mort, tous ces lettrés devinrent de grands dignitaires de l'Église ou finirent leur vie dans des monastères considérables, mais tant qu'ils vécurent, ils servirent Charlemagne ou ses fils, non seulement avec le dévouement de conseillers fidèles, mais en compagnons fiers du maître qui avait su les honorer en les employant. C'était sans effort et par une sympathie naturelle que Charlemagne leur avait inspiré de tels sentiments. Lui aussi, il aimait vraiment les sciences, les lettres, les études alors possibles, et il les cultivait pour son propre compte et son propre plaisir, comme une sorte de conquête. On a douté qu'il sût écrire, et une phrase d'Egenhard peut autoriser ce doute, mais d'après d'autres témoignages, et même d'après le passage d'Egenhard, j'incline à croire simplement que Charlemagne s'exerçait péniblement et sans grand succès à bien écrire. Il avait appris le latin, il comprenait le grec, il fit commencer et commença peut-être lui-même la rédaction de la première grammaire germanique. Il ordonna que les poèmes antiques et barbares dans lesquels étaient célébrées les actions et les guerres des anciens rois fussent recueillis pour la postérité. Il donna aux 12 mois de l'année des noms germaniques. Il distingua les vents par 12 termes particuliers, tandis qu'avant lui, on n'en avait que 4 pour les désigner. Il se préoccupait fort de l'astronomie. Inquiet un jour de ne plus voir dans le firmament une des planètes connues, il écrivit à Alcuin « Que penses-tu de ce Mars qui, l'année dernière, caché dans le signe du Cancer, a été intercepté au regard des hommes par la lumière du soleil ? Est-ce le cours régulier de sa révolution ? Est-ce l'influence du soleil ? Est-ce un prodige ? Aurait-il fait en 2 années le cours d'une seule ? » Il portait aux études et aux discussions théologiques un spécial et sérieux intérêt. C'est à lui, disent messieurs Ampère et Auréau, que revient l'honneur de la décision prise en 794 par le concile de Francfort dans la grande querelle des images. Décision modérée qui s'éloigne autant de la folie des iconolâtres que de la furie des iconoclastes. Et en même temps qu'il prenait ainsi part aux grandes questions ecclésiastiques, Charlemagne se préoccupait ardemment de l'instruction du clergé, dont il déplorait l'ignorance. « Ah, disait-il un jour, si j'avais seulement autour de moi 12 clercs instruits dans toutes les sciences, comme l'étaient Jérôme et Augustin. » Tout-puissant qu'il était, il n'était pas en son pouvoir de faire des Jérômes et des Augustins. Mais il faisait fonder dans les églises cathédrales et les grands monastères des écoles épiscopales et claustrales pour l'éducation des ecclésiastiques et, poussant plus loin sa sollicitude, il recommandait aux évêques et aux abbés que, dans des écoles, ils prissent soin d'unir les fils des serfs et ceux des hommes libres, afin qu'ils vinssent étudier sur les mêmes bancs la grammaire, la musique et l'arithmétique. Il pressentait ainsi, au 8e siècle, l'extension que devait prendre au 19e l'instruction primaire pour le service et l'honneur non seulement du clergé, mais du peuple entier. Après tant de guerres et de fatigues lointaines, Charlemagne se reposait à Aix-la-Chapelle dans ce travail de civilisation pacifique. Il embellissait la capitale qu'il avait fondée et qu'on appelait la cour du roi. Il y avait fait construire une grande basilique magnifiquement ornée, il y achevait son propre palais, il y faisait venir d'Italie des clercs habiles dans le chant d'église, pieuse jouissance à laquelle il tenait beaucoup et qu'il recommandait aux évêques de son empire. Dans les environs d'Aix-la-Chapelle, il se livrait assidûment, dit Egenhard, au plaisir de monter à cheval et de la chasse. Les bains d'eau naturellement chaude lui plaisaient fort. Passionné pour la natation, il y devint si habile que personne ne pouvait lui être comparé. Il invitait à se baigner avec lui non seulement ses fils, mais encore ses amis, les grands de sa cour et quelquefois même les soldats de sa garde,
de sorte que souvent 100 personnes et plus se baignaient à la fois. Quand l'âge vint, il ne changea point ses habitudes physiques, mais en même temps, au lieu d'écarter la pensée de la mort, il s'en occupa et s'y prépara avec une sévérité forte. Il fit, modifia, compléta à plusieurs reprises son testament. 3 ans avant de mourir, il fit la distribution de ses trésors, de son argent, de ses vêtements et de tout son mobilier en présence de ses amis et de ses officiers, les prenant à témoin afin que leur suffrage assurât, après lui, l'exécution de ce partage, et il consigna ses intentions à cet égard dans un écrit sommaire, par lequel il forma de toutes ses richesses 3 grands lots. Les 2 premiers furent divisés en 21 parts qui devaient être distribuées aux 21 églises métropolitaines de son empire. Après avoir mis ces 2 premiers lots sous le scellé, il voulut conserver l'usage habituel du 3e tant qu'il vivrait. Mais après sa mort ou son renoncement volontaire aux choses de ce monde, ce même lot devait être subdivisé en 4 parts. Son intention était que la première fût jointe aux 21 parts des 2 premiers lots destinés aux églises métropolitaines, la seconde attribuée à ses fils et à ses filles, aux fils et aux filles de ses fils, et répartie entre eux d'une manière juste et raisonnable. La 3e consacrée, suivant l'usage des chrétiens, aux besoins des pauvres. Enfin, la 4e distribuée de la même manière, à titre d'aumône, entre les serviteurs et les servantes du palais pour leur existence. Quant aux livres dont il avait amassé dans sa bibliothèque une grande quantité, il décida que ceux qui voudraient les avoir pourraient les acheter à leur juste valeur et que l'argent qui en proviendrait serait distribué aux pauvres. Après avoir ainsi réglé avec soin ses affaires et ses largesses privées, 2 ans plus tard, en 813, il prit les mesures nécessaires pour régler après sa mort les affaires publiques. Il avait perdu en 811 son fils aîné Charles, celui qui avait été son compagnon habituel dans ses guerres, et en 810 son second fils Pépin qu'il avait fait roi d'Italie. Il appela auprès de lui son 3e fils, Louis, roi d'Aquitaine, qui devait lui succéder. Il ordonna la convocation de 5 conciles locaux qui durent se réunir à Mayence, à Reims, à Châlons, à Tours et à Arles pour opérer dans l'Église, en les soumettant à la ratification de l'empereur, les réformes nécessaires. Passant alors des affaires de l'Église à celles de l'État, il convoqua à Aix-la-Chapelle une assemblée générale des évêques, des abbés, des comtes, des grands laïcs et du peuple en général, et tenant conseil dans son palais avec les principaux d'entre eux, il les invita à établir son fils, Louis, roi empereur, à quoi ils consentirent tous, disant que cela convenait fort et cela plut aussi au peuple. Le dimanche du mois suivant, en août 813, Charlemagne se rendit, la couronne sur la tête, avec son fils Louis, à la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, déposa sur l'autel une autre couronne, et après avoir prié, il adressa à son fils une exhortation solennelle sur tous ses devoirs de roi envers Dieu et son Église, envers sa famille et ses peuples, lui demanda s'il était très résolu à les accomplir, et sur sa réponse, il lui ordonna de prendre la couronne déposée sur l'autel et de la placer lui-même sur sa tête, ce que fit Louis, aux acclamations de toute l'assistance qui criait « Vive l'empereur Louis !» Charlemagne alors proclama son fils empereur de concert avec lui et termina la solennité en disant « Sois béni, Seigneur Dieu, qui m'a fait la grâce de voir de mes yeux mon fils assis sur mon trône. » Louis repartit aussitôt pour l'Aquitaine. Il ne devait plus revoir son père. Après le départ de son fils, Charlemagne alla à la chasse, suivant son usage, dans la forêt des Ardennes et continua pendant tout l'automne sa vie accoutumée. Mais en janvier 814, il fut saisi, dit Thégenard, d'une fièvre violente qui le contraignit à s'aliter. Recourant aussitôt aux remèdes qu'il employait d'ordinaire pour combattre la fièvre, il s'abstint de toute nourriture, persuadé que cette diète suffirait pour chasser ou tout au moins pour adoucir la maladie. Mais à la fièvre vint se joindre cette douleur de côté que les Grecs appellent pleurésie. Néanmoins, l'empereur persista dans son abstinence, en ne soutenant son corps que par des boissons prises à de longs intervalles. Et le 7e jour, depuis qu'il s'était mis au lit, après avoir reçu la Sainte Communion, il expira
vers 9 heures du matin, le samedi 28 janvier 814, dans sa 71e année. Après l'accomplissement des lotions et des soins funéraires, son corps fut transporté et inhumé au milieu du deuil profond de tout le peuple, dans l'église qu'il avait lui-même fait construire, et on éleva au-dessus de son tombeau une arcade dorée avec son image et cette inscription: « Dans ce tombeau repose le corps de Charles, grand et orthodoxe empereur, qui étendit glorieusement le royaume des Francs et le gouverna avec bonheur pendant 47 années. Il mourut septuagénaire, l'an du Seigneur 814, la 7e année de l'indiction, le 5 des calendes de février. » Je résume ses dessins et ses œuvres. J'y trouve une pensée admirablement juste et un vain rêve, un grand succès et un grand échec. Charlemagne entreprit de constituer solidement l'État franc chrétien en arrêtant au nord et au midi le flot des nouveaux barbares et des Arabes, le paganisme et l'islamisme. Il y réussit. Les irruptions des populations asiatiques vinrent se briser contre la frontière gauloise. L'Europe occidentale et chrétienne fut territorialement mise à l'abri des attaques étrangères et non chrétiennes. Nul souverain, nul homme peut-être n'a rendu à la civilisation du monde un plus grand service. Charlemagne conçut une autre idée et fit une autre tentative. Comme plus d'un grand guerrier barbare, il admirait l'Empire romain tomber, sa vaste unité et sa puissante organisation sous la main d'un maître. Il crut pouvoir le relever à son profit, par la victoire d'un nouveau peuple et d'une nouvelle foi, par la main des Francs et des chrétiens. Dans cette vue, il travailla à conquérir, à convertir et à gouverner. Il tenta d'être en même temps César, Auguste et Constantin. Un moment, il parut y avoir réussi, mais l'apparence s'évanouit avec lui. L'unité de l'Empire et le pouvoir absolu de l'empereur descendirent dans son tombeau. La religion chrétienne et la liberté humaine se mirent à l'œuvre pour préparer à l'Europe d'autres gouvernements et d'autres destinées. Les grands hommes font de grandes choses qui ne se feraient pas sans eux. Ils mettent beaucoup du leur dans leur histoire, et elles réalisent une part de leur pensée et de leur volonté. Mais ils sont loin de faire tout ce qu'ils méditent, et ils ne savent pas tout ce qu'ils font. Ils sont à la fois les instruments et les coopérateurs libres d'un dessein général infiniment supérieur à eux, et qui, même entrevu, reste impénétrable pour eux, le dessein de Dieu sur l'humanité. Quand les grands hommes comprennent que telle est leur situation, et quand ils l'acceptent, ils sont sensés et efficaces. Quand ils ne reconnaissent pas les limites de leur action libre et le voile qui couvre à leurs yeux l'avenir auquel ils travaillent, ils deviennent les dupes et souvent les victimes d'un orgueil aveugle que les événements, dans leur vaste et long cours, finissent toujours par détromper et punir. Entre les hommes de son rang, Charlemagne a eu cette heureuse fortune que son erreur, sa mauvaise tentative impériale, a disparu avec lui, tandis que son œuvre salutaire, la sécurité territoriale de l'Europe chrétienne, a été durable, au grand honneur comme au grand profit de la civilisation européenne.